Un des moments marquants de cette année 2020 pour moi reste la période de confinement due à la crise sanitaire de la Covid-19. Dans ce moment particulièrement éprouvant, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'extraordinaire mobilisation non seulement de l'ensemble de la population, mais également de tous ces personnels essentiels qui ont été revisibilisés par cette mobilisation. Il y a bien sûr les soignants et les soignantes, les personnels de l'ensemble, du monde hospitalier, de l'ensemble, du monde de la santé, toutes celles et ceux qui font fonctionner les hôpitaux, toutes celles et ceux qui font fonctionner les centres médicaux, qui font fonctionner tout le paramédical. Et puis il y a ces autres, les caissiers et les caissières, les éboueurs, les éboueuses, les personnels de ménage, celles et ceux qui en fait font fonctionner la société au quotidien, les petites mains invisibilisées, souvent dévalorisées, et dont on a vu concrètement comment, sans elles et sans eux, mais beaucoup sans elles, parce que ce sont aussi souvent beaucoup des femmes, nous ne parviendrions pas à survivre tout simplement au quotidien. Et donc pour moi, ça met en lumière justement quelles devraient être les priorités et sur quoi nous devons et nous pouvons nous appuyer par la suite, parce que nous avons réussi à faire face à la crise sanitaire d'abord grâce à cette mobilisation de la population dans des conditions très difficiles, avec un gouvernement qui n'avait rien anticipé et qui n'avait rien préparé. Et bien c'est cette mobilisation populaire qui a permis de faire face à la première vague. C'est cette implication, cette abnégation de l'ensemble des salariés, de l'ensemble des employés, notamment dans le service public, de la santé, de l'éducation, qui ont fait tenir en fait en France, mais aussi dans la grande majeure partie des sociétés aujourd'hui, qui nous ont fait tenir face à ce virus. Et ça, c'est une grande leçon, à la fois qui montre les limites du système dans lequel nous vivons aujourd'hui, et puis quelles sont nos forces, des forces extraordinaires dont nous devrions remettre au centre le cœur de la société, le bien commun, la santé, la protection, l'accompagnement des uns et des autres, et celles et ceux qui permettent ce bien commun et notamment ce service public. 40 jours de grève, le plus long mouvement social des 40 dernières années, qui coûte d'abord à celles et ceux qui la font. Il en faut du courage et des raisons pour sacrifier plus d'un mois de paix, surtout quand elle est modeste. Alors nous leur disons merci. Merci à vous les grévistes qui défendez l'intérêt général. Tenez bon. Nous allons en colère, nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes. Les enfants sont les principales victimes de violences sexuelles. Chaque année, 130 000 filles et 35 000 garçons subissent viol et tentatives de viol. Une fille sur 5 et un garçon sur 13 en sont victimes. 81% de l'ensemble des violences sexuelles débutent avant 18 ans, 51% avant 11 ans, 21% avant 6 ans. Ni la société, ni les institutions ne sont à la hauteur face à ces crimes. Pour plus des 2/3 des victimes, le fait d'avoir parlé n'a entraîné aucune conséquence. Leur prise en charge médico-psychologique est notoirement insuffisante, tout comme la protection judiciaire et les suites données à ces crimes. Gabriel Matzneff, mis en cause par Vanessa Springora, qui a subi ces abus à l'âge de 14 ans, a sévi pendant des décennies en toute impunité, au vu et au su du soi-disant beau monde. Non seulement cela, mais il a été encensé et célébré pour avoir écrit des livres où il glorifiait ses crimes. Ainsi, en 2013, il reçoit le prix Renaudot Essai, qu'il considère comme une récompense pour l'ensemble de son œuvre. Je nous épargnerai la lecture de certains passages de cette œuvre. En 2019, il a fallu plusieurs semaines pour que, sous la pression d'associations, le parquet se saisisse du dossier du pédocriminel Jeffrey Epstein, dont les ramifications françaises sont pourtant connues depuis plusieurs années. Le silence, l'impunité sont les meilleures armes des prédateurs. Il faut y mettre un terme. Alors, Monsieur le ministre de la Justice, cette fois, daignerez-vous répondre à la question que je vous ai posée la semaine dernière lors de votre audition en commission des lois concernant la politique que vous comptez mener et les moyens que vous comptez mettre en œuvre pour assurer que justice soit rendue aux victimes de ces crimes? Seriez-vous prêt également à envisager d'adopter la proposition que nous avons déposée concernant la présomption simple de non-consentement qui, en renversant la charge de la preuve en faveur des enfants victimes de violences sexuelles, constituerait un progrès notable du droit? Hi, I'm Danielle Bonneau. I'm a member of the French Parliament, and I'm so pleased to support this new research and activism project led by Jeremy Corbyn.
I've been involved in social and political progressive movement for some time now. And one of the things that always inspired me and made me feel strength and confidence is the fact that those were internationalist movements, whether it was the anti-globalization movement, the climate justice movement, the anti-racist movement. I've been part of movements with millions of people all around the world fighting for equality, for justice, for a better world. Last June, when I drafted a resolution that was debated at the National Assembly about the need for an ecological and solidarity-based change of course in order to face climate change, I've read and learned so much from people all around the world, from young people fighting and striking for climate action, from workers in Bangladesh and community facing flooding, from farmers in France. I've read from colleagues in the US who drafted the similar resolution, the Green New Deal, and I've also read about the initiative by Jeremy Corbyn around the Green Industrial Revolution. So it inspired me, it enlightened me, and I can't wait for the same to happen through this new initiative. I can't wait to learn from people of all walks of lives, journalists, scholars, working class people, to add to my analysis, to help me understand the world better, to help me fight for a better world. As we say in France, they got the money, we got the people. So let's do it. Let's work together, let's fight together, and let's win together this better world. Dans ce moment de crise, il y a eu aussi, de mon point de vue, une prise de conscience, ou en tout cas une remise sur le devant de la scène de la question de l'urgence écologique. Je me rappelle de manière assez marquante ces images en fait, de villes confinées où la faune et la flore en fait, reprenaient des droits sur la société, en fait, sur l'environnement. Et également ces images en fait, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre de manière significative à partir du moment où il y avait cette baisse des activités humaines. Et on voit à la fois par défaut comment est-ce que l'activité humaine impacte de manière négative sur la planète, mais on voit aussi du coup que c'est possible en fait. À un moment donné, là on était pris au dépourvu, il a fallu prendre des mesures draconiennes, mais c'est possible à un moment donné de changer de manière de fonctionner et d'avoir en fait un impact positif en ralentissant et en remettant en cause un peu le fonctionnement économique actuel. Et donc, on voit là aussi, en fait, que cette bifurcation écologique et solidaire que nous appelons de nos vœux, elle est possible, il faut la préparer, il faut la planifier, mais voilà, en cas de force majeure, et aujourd'hui on est à plusieurs tirs dans une situation de force majeure, et bien voilà, il est possible de faire autrement, il y a des alternatives, et ça, c'est aussi une matière d'espoir. Qui est le message principal de cette résolution? Message porté depuis des années par les scientifiques, les organisations non gouvernementales, la jeunesse. Ce message, c'est qu'il y a urgence vitale, civilisationnelle, à changer de cap. La pandémie de Covid-19 nous a mis face à nos responsabilités. Destruction des habitats naturels, élevage intensif, mondialisation débridée et urbanisation frénétique ont participé à la transmission du virus de l'animal à l'humain et à sa propagation. Cette crise a remis en lumière des inégalités qu'elle a encore exacerbées. Tout le modèle néolibéral est mis en cause. Elle nous a également rappelé quelles devraient être nos priorités. La protection de tous et toutes, les biens communs et services publics, les métiers et salariés qui assurent notre survie au quotidien. Elle a enfin pointé quels étaient les leviers pour répondre à ces besoins. La solidarité, la mobilisation collective et un État stratège capable d'anticiper et planifier. Aujourd'hui, il est beaucoup question du monde d'après qui devrait voir le jour une fois l'épreuve surmontée.
À la France insoumise, nous pensons que ce monde d'après, c'est dès maintenant qu'il se construit. Il ne doit pas y avoir de retour à la normale, car c'est la normalité qui est précisément le problème. La question est donc, dans quelle direction souhaitons-nous orienter la société? Le gouvernement parle de relance, nous disons bifurcation. Il veut sauver le monde d'avant, nous proposons de bâtir un autre monde, en commun. L'accélération du changement climatique est documentée depuis plus d'un demi-siècle, mais aucune politique d'ampleur n'a jamais encore été engagée pour y faire face. Le projet de pacte vert, Green Deal de la Commission européenne, était déjà insuffisant avant la crise. Il est désormais obsolète. Nous proposons un chemin pour répondre à l'urgence et construire sur le long terme une société plus résiliente et solidaire. Cela va nécessiter un changement complet de paradigme et une restructuration de fond en comble des économies. Des évolutions de cet ordre ont déjà eu lieu, notamment après la Seconde Guerre mondiale en Europe, sous la houlette d'États dont la puissance publique était et reste encore aujourd'hui seule capable à donner cohérence et de mettre en œuvre les transformations nécessaires. Ainsi, la planification, qui a été décisive pour reconstruire un pays en ruine, peut et doit être utilisée pour le faire bifurquer dans le sens de la soutenabilité écologique et de la justice sociale. Pour voir clair et loin, nous avons besoin de nouveaux outils statistiques qui intègrent à tous les niveaux les impacts environnementaux, permettent de préparer les mutations structurelles et de s'inscrire dans les trajectoires longues. Ainsi, nous pourrons désinvestir dans les énergies fossiles et nucléaires et investir massivement dans les énergies renouvelables. Objectif, décarboner totalement l'économie d'ici 10 ans. Il s'agit de transformer nos modes de production, diminuer nos niveaux de consommation des ressources naturelles, organiser la sobriété et l'efficacité énergétique, développer des usages plus soutenables et restaurer et préserver les écosystèmes. Sortons du productivisme qui mène à l'épuisement des sols, comme les agriculteurs et agricultrices. Relocalisons l'industrie et allongeons la durée de vie des objets, mettant un terme à l'ère du tout jetable et de l'obsolescence programmée au profit de l'entretien et de la réparation. Développons et valorisons les métiers du soin et du service public. Tout cela créera des millions d'emplois quand ils ne seront pas déjà garantis par l'État. Ces mutations ne peuvent réussir que si elles sont décidées et activement mises en œuvre par toute la population, que chacun et chacune y contribue selon ses moyens et reçoive selon ses besoins. Car rappelons-le, nous ne sommes pas égales et égaux face à la catastrophe, en termes de responsabilité ou de conséquences. 100 entreprises multinationales émettent plus de 70% des gaz à effet de serre au niveau mondial. 0,5% des plus riches produisent 13% des émissions de CO2 liées au mode de vie. Et les pays les plus pauvres ont le moins d'impact écologique négatif quand ils les subissent le plus durement. Démocratie, justice sociale et justice environnementale sont liées. Au-delà de cette Assemblée, cette résolution s'adresse à Greta Thunberg, Ridhima Pandey, Autumn Pelletier, Léa Namuguerwa, Marie Copney et les jeunes en grève pour le climat partout dans le monde. Aux familles des sans-terre qui se battent pour développer une agriculture écologique au Brésil, comme aux gilets jaunes qui se sont révoltés en France contre les fins du mois impossibles. Aux habitants et habitantes de Flint, empoisonnés par l'eau, comme à celles et ceux des Antilles, contaminés au chlordécone. Aux salariés menacés de licenciement alors que leurs entreprises vont bénéficier de milliards d'argent public en France, comme aux ouvriers et ouvrières du Bangladesh qui perdent leur vie dans les ateliers de misère et aux enfants exploités dans les mines du Congo pour enrichir les géants du numérique. À toutes celles et ceux qui luttent chaque jour pour un monde plus vivable, respirable et juste. Nous ne promettons pas une révolution tranquille, nous esquissons quelques points de repère d'un immense défi collectif à relever. Nous aspirons non à la recherche du profit maximum, mais à la préservation de l'écosystème qui rend la vie humaine possible et à la construction d'un monde qui la rend belle et digne d'être vécue. Pour retrouver le goût du bonheur et que viennent les jours heureux, mesdames et messieurs les députés, nous vous appelons à voter pour cette résolution. Autre moment marquant dans l'année, une année riche, et une année parfois éprouvante, mais aussi assez inspirante, ce sont les mobilisations sociales. Alors je pourrais parler de beaucoup d'entre elles. Je pense notamment à la mobilisation contre la réforme des retraites, qui a été une des plus grandes mobilisations sociales dans ce pays depuis plusieurs années, où il y a eu tous les secteurs possibles de la société, du monde du travail, des danseurs et danseuses de l'opéra, jusqu'aux avocats, voilà, en passant par le service public
de la santé, de l'éducation, sur tout un ensemble de secteurs qui a été mobilisé comme jamais. Nous-mêmes qui avions mené cette bataille à l'Assemblée dans des moments extrêmement forts, avec la grève de zèle que nous avons menée et le débat que nous avons aussi, je crois, réussi à susciter dans la société sur, en fait, quel projet de société nous menons, parce qu'à travers la retraite, c'est notre conception de la vie, notre conception à la fois du collectif et de l'individuel qui était en jeu. Donc ça, bien sûr, la réforme des retraites et ces mobilisations incroyables qui ont eu lieu sont marquantes de ce point de vue. Et je voulais revenir sur une autre mobilisation particulièrement inspirante, ça a été celle, notamment dans la jeunesse, contre les violences policières, contre le racisme et pour l'égalité des droits. Et il y a eu, notamment au mois de juin, une extraordinaire mobilisation qui a surpris beaucoup de militants et militantes que nous sommes de longue date de la lutte antiraciste, parce qu'on a vu de nouvelles générations prendre en charge cette mobilisation, s'auto-organiser et faire preuve d'une discipline et d'une conscience politique particulièrement impressionnante et qui va être nécessaire et utile pour la suite, parce que ça fait partie, je crois, des combats démocratiques fondamentaux des prochains mois et des prochaines années pour construire un autre monde, pour construire une alternative et pour construire une majorité dans ce pays qui remet en cause le fonctionnement de la société du point de vue des discriminations et des inégalités et construit justement une société à l'image de nos idéaux et de nos principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme cette année 2020 est enfin sur le point de se terminer, j'ai décidé de vous faire une petite liste des choses qui m'ont permis de tenir pendant les longs mois du confinement et des catastrophes les unes après les autres. Alors, bien sûr, la première chose quand même qui a permis de tenir dans cette période, on était si isolés, c'est les moments où on a pu se rassembler. Donc évidemment les belles manifestations, donc dans mon cas à Paris, contre notamment le racisme et les violences policières. Les petits événements auxquels on a réussi à aller entre un confinement et l'autre, et je pense notamment à Naming de Monet, la magnifique exposition à Bordeaux de Loubaïna Imid, dont je parle rien que pour que vous puissiez voir les images, et la rechercher si jamais vous en avez l'occasion, avec des figurines de personnages afro-descendants extraits de peintures du XVIIe siècle et sortis et exposée en elle-même. C'est absolument magnifique. J'ai réussi à aller quelques fois au théâtre, et si vous en avez l'occasion d'aller voir notamment Rebecca Chaillon et sa Gouineret ou toutes les pièces qu'elle fait, parce que globalement de Rebecca Chaillon, tout est bien. J'ai eu la grande chance de réussir à aller au festival organisé par les compagnies Les Énervés, un festival de réalisatrices afrodescendantes de courts-métrages dont je fais la publicité ici parce que j'espère que ce ne sera que la première édition et que ces femmes formidables continueront à faire des festivals et à vous montrer des réalisatrices peu connues. Voilà pour ce que j'ai réussi à voir de vivo, et tout le reste évidemment, comme vous, c'était chez moi, hein, et ce qui m'a fait tenir évidemment, c'est les livres. Donc quelques livres sortis en 2020, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de les lire, vous pouvez y aller, c'est vraiment des très beaux livres. Par exemple Chaviré de Lola Lafont, un très beau roman sur... ça parle de tellement de choses, mais notamment de la pédocriminalité, mais aussi des liens entre femmes, et aussi de comment on s'en sort, et aussi c'est très beau. Les Orageuses de Marcia Burnier, évidemment toutes les références seront dans les commentaires. Les Orageuses de Marcia Burnier sur comment on peut faire une résistance féministe aux violences et comment est-ce qu'on peut s'aider et s'aimer. Le génie lesbien d'Alice Coffin, dont je crois 2 phrases ont été commentées sur les réseaux sociaux de la part de personnes qui visiblement ne l'avaient pas lu. C'est vraiment très très bien. C'est un livre qui parle de syndicalisme, qui parle des médias, de la façon dont les médias traitent les questions d'oppression. C'est un livre qui parle
de dépendance. C'est vraiment un très beau livre et beaucoup plus complexe et important que ce qu'on en a pu dire. Un autre roman pour quand même pas vous donner que des essais, c'est Miss Island de Adur Ava Olof de Tyr. C'est bien, c'est drôle, c'est simple, c'est léger, ça vaut vraiment la peine. Une autre chose qui m'a suivie tout au long de l'année, c'est le blog de Lisa Mandel, enfin non, le compte Instagram de Lisa Mandel, qui a fait une année exemplaire où elle a essayé de se débarrasser de toutes ses dépendances à la fois. Pas franchement réussi, mais c'est très drôle et c'est hyper intéressant sur ce que sont les dépendances aussi. Je dis ça parce que ça va sortir en livre, ça s'appelle Une année exemplaire. Elle a aussi créé des éditions exemplaires où les auteurs et autrices sont rémunérés beaucoup mieux avec de meilleurs contrats. Donc ça vaut la peine de la soutenir. Il y a aussi des choses qui me font tenir pour l'année prochaine. Je sais que le prochain film d'Amandine Gay devrait sortir en 2021. Donc je l'attends. Je n'ai pas encore lu La puissance des mers de Fatima Wassak. Donc tout le monde m'a dit beaucoup de bien. Donc je suis contente de le lire. On m'a absolument conseillé de lire Lettre à ma fille de Maya Angelou. Je les conseille quand même parce que les personnes qui m'ont dit de la lire... je pense que ça, vu les personnes qui m'ont dit de les lire, je pense que ça vaut vraiment la peine. Enfin, parce qu'il n'y a pas que les nourritures intellectuelles, cuisiner, ça a été une des choses que nous avons tous et toutes fait, je crois, pendant ce confinement, mais quand vous n'en avez plus envie ou que vous avez envie de goûter autre chose, vous pouvez soutenir la cantine des femmes battantes qui faisaient des plats dans beaucoup d'événements parisiens, en région parisienne, et qui maintenant fait un service de traiteur qu'il faut soutenir, qui fait notamment du tiep, du mafé, du yassa. C'est très bon, c'est pas très cher. Soutenez-les. Tous les liens pour les contacter sont évidemment dans la description. Voilà un petit tour d'horizon de douceur et peut-être de cadeaux à faire en cette fin d'année.